Pendant des années, il s'est caché dans des palais, a rampé dans les couloirs du Kremlin et s'est terré dans des bunkers secrets, si souvent à l'abri des regards, à l'exception de quelques apparitions publiques où il est entouré de sécurité. Vladimir Poutine a réussi à se protéger de la douleur que la guerre en Ukraine a infligée à son propre pays. Mais ce n'est plus le cas. Poutine en prend conscience alors que la Russie s'effondre et qu'il ne peut rien faire. Et la raison pour laquelle Poutine le ressent, c'est que la guerre qu'il a déclenchée a durement frappé la Russie dans le seul domaine qui lui importe. Le portefeuille. Selon Euromaidan Press, la croissance du produit intérieur brut ou PIB de la Russie n'était que de 1% en 2025. Pour certains, cela peut sembler correct. Le PIB continue de croître, n'est-ce pas? Cependant, ce 1% fait suite à l'année 2024 où le PIB a cru de 4,3% et à 2023 où il avait augmenté de 4,1%. Et pour aggraver les choses, le Fonds monétaire international ou FMI a prédit que la croissance du PIB de la Russie atteindrait probablement un maximum de 0,8% en 2026, ce qui est en fait une baisse par rapport à sa précédente estimation de 1% de croissance. Ce que nous voyons ici dans ces chiffres, c'est une économie russe qui stagne et qui va bientôt s'effondrer. C'est risible, mais Poutine a tenté de balayer tout ce qui se passe. Pour le président russe, la chute du PIB n'est pas surprenante. Tout cela a été fait délibérément pour freiner l'inflation, affirme Poutine, une affirmation ridicule que nous analyserons plus tard dans la vidéo. Ce que Poutine ne dit à personne, c'est que des problèmes touchant pratiquement tous les secteurs économiques en Russie se combinent pour entraîner la chute du PIB. Et il n'y a pas grand-chose que Poutine puisse faire pour arrêter cette conjonction de recherche de liquidité, à moins qu'il ne mette fin à la guerre. Poutine ne prendra pas cette décision, ce qui signifie qu'il restera à la tête de la Russie en voyant son pays brûler. Beaucoup de facteurs expliquent la situation actuelle de la Russie, mais celui qui a frappé Poutine de plein fouet est la crise du système bancaire russe. Euromaidan Press indique que le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme, un groupe de réflexion russe lié au Kremlin, a publié en janvier un rapport n'apportant que de mauvaises nouvelles pour Poutine. Actuellement, selon le rapport, toute l'infrastructure bancaire de la Russie a atteint un point où elle peut être officiellement classée comme étant en crise systémique. Cela signifie que plus de 10% des avoirs bancaires des banques russes sont des actifs problématiques. Les actifs problématiques sont ceux inscrits dans les livres de la banque, qui sont dans une situation si grave que la banque a peu de chances d'en tirer un quelconque retour. Par exemple, les banques investissent dans les petites et moyennes entreprises par le biais de prêts et d'autres instruments financiers. Selon The New Voice of Ukraine, 19% des PME russes sont désormais considérés comme des actifs problématiques. Les banques ne peuvent pas juste abandonner ces actifs, leur argent est bloqué. En se retirant, elles perdraient leur investissement. D'autres secteurs sont aussi en difficulté. 6,1% de tous les prêts à la consommation en Russie, soit 2,3 billions de roubles ou environ 30,1 milliards de dollars, sont classés comme problématiques. C'est également le cas pour 11,2% des prêts aux entreprises des banques russes. Cela représente 10,4 billions de roubles, soit 136,3 milliards de dollars d'investissement, qui pourraient partir en fumée pour les banques russes si tous ces prêts problématiques faisaient défaut. Le rapport du Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme contient plusieurs autres révélations. Il souligne un fort risque de fuite des déposants si la situation en Russie empire. Cela arrivera. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi. La fuite des déposants signifie que les débiteurs fuient à leurs problèmes, laissant leurs créanciers démunis. Cela arrive à toutes les banques, mais quand 10% des débiteurs russes sont à haut risque de fuite, Poutine fait face à une crise bancaire naissante. Le même rapport indique également que la probabilité que la Russie entre en récession d'ici juillet 2026 est élevée. Une récession équivaut à une croissance négative du PIB. Pas même un seul des principaux groupes de réflexion économique proches du Kremlin en Russie ne croit à une croissance de 0,8% en 2026. Poutine enchaîne les pirouettes si vite qu'il va finir par se rendre malade. Le président russe affirme que ces problèmes économiques sont créés artificiellement pour permettre à la Russie de freiner l'inflation galopante. Il a même souligné que l'inflation devrait descendre à 5,6% d'ici la fin de 2025, ce qui est effectivement inférieur au pic de 10,3% que Trading Economics rapporte que la Russie a connu en mars de cette année-là. Cependant, comme le souligne l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, le taux d'inflation de la Russie est remonté à 6,4% en glissement annuel en janvier 2026. Poutine répète que tout cela était prévisible. Cette fois-ci,
La hausse de la TVA en Russie, passée de 20% à 22%, est en cause, et l'inflation observée par la suite n'est qu'un phénomène temporaire qui sera corrigé assez rapidement. Ne faites pas attention au fait que cette augmentation de la TVA a été rendue nécessaire, parce que la Russie gagne beaucoup moins de revenus grâce à une ressource très importante que nous allons bientôt révéler. Et surtout, ne tenez pas compte du rapport de l'ISW affirmant que l'inflation alimentaire en Russie atteignait environ 25% avant et après la hausse de la TVA. Le peuple russe doit seulement savoir que Poutine contrôle tout. Faites confiance à votre dirigeant, pas à vos yeux, même s'il pleure devant le prix du chou, si élevé que vous n'en mangerez que ça pendant des mois. La propagande de Poutine n'est que du vent, surtout avec la crise bancaire systémique en Russie. La seule façon dont cela pourrait avoir un sens, c'est si le plan de Poutine est de mettre fin complètement au système bancaire en Russie. Cela a du sens, supposons-nous. On ne peut pas avoir d'inflation quand il n'y a plus ni banque, ni argent. Nous sommes sarcastiques. Pourtant, il est difficile de prendre au sérieux l'affirmation de Poutine, selon laquelle il aurait délibérément provoqué l'effondrement du PIB russe, alors qu'il y a tant de facteurs qui échappent à son contrôle, et qui sont à l'origine de tout cela, et qui continueront de s'aggraver à l'avenir. Et l'un de ces facteurs, comme c'est toujours le cas lorsqu'on parle de l'économie russe, c'est le pétrole. Devinez quoi ? Un autre record de vente russe vient d'être battu, mais dans le mauvais sens. Le 4 février, le média United 24 a rapporté que les recettes fiscales de la Russie provenant du pétrole et du gaz ont chuté de 50% en janvier 2026 par rapport au même mois en 2025. La Russie a tout de même touché 5,1 milliards de dollars via les taxes sur le pétrole et le gaz, donc l'argent ne s'est pas totalement tari. Cependant, ces 5,1 milliards de dollars constituent le plus faible revenu mensuel de la Russie pour le pétrole et le gaz depuis juillet 2020 au pic de la pandémie de Covid-19. Quant au record battu, 5,1 milliards de dollars ne représentent également que 2% du PIB de la Russie. C'est un niveau historiquement bas pendant toute la présidence de Poutine, ce qui signifie que les taxes sur le pétrole et le gaz ont toujours rapporté plus de 2% du PIB russe auparavant. Le média United 24 présente ensuite des chiffres illustrant la détérioration de la situation pour la Russie dans ce secteur. La taxe clé sur l'extraction des minéraux, la NDP, a chuté de près de 60% par rapport à janvier 2025. Tandis que les droits d'exportation ont diminué de 44%. Le prix du pétrole russe Oural est tombé à 39 $ le baril en décembre et à 40 $ en janvier, soit nettement moins que les 59 $ prévus dans le plan budgétaire, selon le média. La Russie vend également son pétrole brut Oural, avec une décote de 27 $ par rapport au Brent, et elle se prépare à expédier environ 30% de pétrole en moins vers l'Inde en 2026, alors que l'Inde est confrontée à des problèmes de sanctions liés à ses achats de pétrole russe. Nous assistons en direct à l'effondrement d'une industrie. C'est important car la Russie ne survit pas sans les revenus du pétrole et du gaz, tout comme la guerre de Poutine en Ukraine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Russie ne peut pas survivre sans les revenus qu'elle tire de ses ressources. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2021, les taxes sur le pétrole et le gaz constituaient 45% du budget fédéral russe, un an avant la guerre en Ukraine lancée par Poutine. L'Institut d'Oxford pour les études sur l'énergie précise que ce pourcentage est assez courant. Il affirme que l'industrie pétrolière et gazière de la Russie représente généralement entre 30 et 50% du budget fédéral. En résumé, lorsque les ventes de pétrole et de gaz sont faibles, moins d'argent alimente le budget fédéral dont Poutine dépend pour la guerre. Moment très mal choisi pour Poutine. En plus de ces baisses de revenus qui contribuent à la situation financière précaire de la Russie, et qui expliquent aussi pourquoi Poutine a augmenté le taux de TVA, qu'il prétend maintenant être à l'origine de la hausse de l'inflation. Le budget de la Russie n'est pas vraiment en bonne santé. Le 4 février, l'UNEN a rapporté que le déficit budgétaire de la Russie pourrait tripler d'ici la fin 2026, la baisse des achats de pétrole russe par l'Inde étant le principal facteur contributif. Une source anonyme, supposément proche du Kremlin, a suggéré que la Russie pourrait générer 18% de revenus en moins provenant du pétrole et du gaz que ce que le gouvernement anticipe, ce qui entraînerait un déficit compris entre 3,5% et 4,4% du PIB. Rappelez-vous que les revenus énergétiques du mois de janvier représentaient 2% du PIB. Lorsque le pétrole et le gaz jouent un rôle aussi massif dans le maintien à flot de l'économie russe, toute baisse, même si la Russie continue de gagner des milliards grâce à la vente de pétrole et de gaz, est importante. Quelques milliards de dollars en moins par mois signifient que l'effort de guerre de la Russie en Ukraine s'affaiblit. Cela signifie aussi que le peuple russe commence vraiment à ressentir la douleur de la guerre de Poutine. Et d'une manière ou d'une autre, même au milieu de toute cette morosité pour la Russie, il semble que les choses ne vont faire qu'empirer. Mais avant d'aller plus loin,
Ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour être parmi les premiers à voir des vidéos comme celle-ci dès leur sortie. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège mais aussi chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Un seul abonnement suffit sur tous vos appareils, sans limite, pour naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Nous avons déjà évoqué la révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB russe par le FMI. La Fondation pour la défense des démocraties lie le ralentissement du PIB aux sanctions américaines, et Poutine devrait bientôt affronter davantage de difficultés. Mais avant d'en arriver là, il y a de nombreux autres signes qui montrent que la Russie n'est actuellement qu'au début d'une situation qui ne fait qu'empirer. Prenons l'industrie russe comme exemple. Euromaidan Press décrit la capacité de production de la Russie comme piégée, ce qui est tout à fait exact. Vladimir Poutine n'avait pas anticipé qu'en rendant l'économie russe dépendante du secteur de la défense en croissance, cela causerait des baisses dans presque tous les autres domaines. Ce secteur a absorbé tellement de main-d'œuvre en Russie qu'il a paralysé toute industrie non liée aux efforts de Vladimir Poutine pour détruire l'Ukraine. Selon le directeur de NPN Holdings, une entreprise manufacturière russe, interrogée par la radio régionale Paskov, relancer l'industrie russe paraît désormais impossible. Pas de marché, pas de crédit, aucune possibilité d'acheter des équipements de haute technologie. Même la Chine, réputée pour son industrie, ne nous vend pas d'équipements métallurgiques, a admis Igor Savitsky, en raison des sanctions. Savitsky a raison sur l'industrie manufacturière russe. La Chine et les sanctions ont entraîné une période de marasme pour l'activité en Russie. Le 29 décembre, le Moscow Times a rapporté que l'activité manufacturière de la Russie avait diminué pour le 7e mois consécutif. Les preuves proviennent de l'indice des directeurs d'achat, ou PMI, de S&P Global. D'après l'échelle PMI, une valeur au-dessus de 50 indique une croissance du secteur. L'industrie manufacturière russe était à 48,3 sur l'échelle du PMI en novembre, et était redescendue à 48,1 en décembre. Les 2 mois ont connu une baisse, mais celle de décembre a été plus importante que celle de novembre. En d'autres termes, la Russie a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que son industrie piégée puisse commencer à se redresser. La baisse des ventes dans tous les secteurs a été attribuée à une confiance des consommateurs plus faible et à une diminution du pouvoir d'achat. Nous sommes convaincus que la hausse de la TVA à 22% ne résoudra guère ces problèmes, même si Poutine affirme que cela s'inscrit dans un grand plan. Les entreprises manufacturières subissent aussi la hausse des coûts des intrants, qui selon le Moscow Times ont atteint en décembre leur niveau le plus élevé depuis mars. Ces coûts accrus sont transférés aux clients par des hausses de prix, ce qui remet en cause les chiffres officiels de l'inflation en Russie. Il y a tout de même une bonne nouvelle pour la Russie dans ce domaine. Selon investing.com, le PMI de la Russie est monté à 49,4 en janvier, soit son niveau le plus élevé depuis 8 mois. L'industrie manufacturière reste en déclin, mais le rythme a ralenti en janvier. Reste à voir si la Russie atteint un plateau, ou si elle connaît simplement un répit avant une nouvelle tempête du PMI. Côté investissement, il y en a peu actuellement en Russie. C'est ce qu'affirme le vice-premier ministre russe lui-même, Alexandre Novak, qui a déclaré lors d'une conversation avec des sénateurs russes que l'investissement dans l'économie russe tend vers 0% d'ici la fin de 2025. Les investissements n'ont augmenté que de 0,5% au cours des 9 premiers mois de 2025. Pour l'année, ils seront probablement nuls ou légèrement supérieurs, rapporte le Moscow Times, citant Novak. Encore une fois, la réalité montre que toutes les prévisions de la Russie étaient fausses. En septembre,
2025, le ministère russe du développement économique avait prévu une croissance des investissements de 1,7% d'ici la fin de l'année 2025. Mais au troisième trimestre de la même année, l'agence russe Rostat a enregistré la première baisse des investissements observée en Russie depuis 5 ans. Plus précisément, une baisse de 3,1% au troisième trimestre 2025 montre clairement la tendance pour la Russie sur le plan des investissements. Pour la Russie, cela signifie que ces entreprises n'investissent pas dans les industries essentielles. Le Moscow Times rapporte que le centre de développement HSC en Russie a observé une baisse des investissements dans les secteurs du transport, de la construction, du pétrole, du gaz et du charbon. Les seuls secteurs d'investissement solides restent le complexe militaro-industriel et la substitution aux importations, qui tentent de compenser les produits que la Russie ne peut plus importer à cause des sanctions. Il n'est pas difficile de saisir ce que cela implique pour la Russie à l'avenir. Moins d'investissements signifie des infrastructures en déclin. Cela signifie moins d'emplois, une croissance plus faible et l'acceptation que la situation ne s'améliorera pas bientôt pour la Russie. Pourquoi investir dans une entreprise alors que le déclin est visible partout ? Il vaut mieux économiser l'argent, et surtout éviter de s'endetter davantage que de tout gaspiller à courir, après des rendements qui semblent ne jamais arriver. Et comme si Vladimir Poutine ne ressentait pas déjà tout cela, le seul point apparemment positif de l'économie russe joue en réalité contre lui. Le rouble russe s'est renforcé, gagnant 25% face au dollar américain l'an dernier, ce qui serait normalement très positif pour la Russie. Cependant, le renforcement du rouble devient un problème majeur pour la Russie lorsqu'elle essaie de vendre son pétrole. Selon Euromaidan Press, le budget russe dépend du prix du pétrole en rouble, pas en dollars. Ainsi, quand le rouble s'apprécie face au dollar, la Russie gagne moins avec son pétrole. Euromaidan Press explique ce que cela signifie en termes simples. Moscou a budgétisé le baril de brut de l'Oural à 59 $, soit environ 5400 roubles. Mais si les prix tombent vers 50 $, la Russie perd environ 1000 roubles sur chaque baril vendu, soit un manque à gagner potentiel de 0,5 à 0,7% du PIB selon le média. C'est une mauvaise nouvelle pour le budget. Et pire encore, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les entreprises russes. Le budget fédéral, basé sur des prix en roubles, souffre d'une monnaie forte, tandis que les entreprises russes du pétrole, du gaz et des métaux font face à un problème plus complexe. Elles gagnent en dollars, qui valent désormais moins de roubles, et paient leurs coûts en roubles, donc paient plus quand le rouble se renforce face au dollar. Même lorsque la Russie fait quelque chose de bien, tout finit par mal tourner. Et cela nous ramène à un sujet que nous avons déjà abordé plusieurs fois, les sanctions. Elles exercent déjà une pression croissante sur l'économie vacillante de la Russie, et tout comme l'économie dans son ensemble, la situation ne va faire qu'empirer. Vladimir Poutine refusant de changer de position sur la guerre, aucun accord de paix n'est attendu prochainement. L'Union européenne et les États-Unis préparent donc des sanctions pouvant faire basculer l'économie russe. Selon le Kyiv Post, l'UE a déjà finalisé un nouveau paquet de sanctions qui est prêt à être appliqué. L'UE compte dévoiler ses sanctions contre la Russie lors du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, dans une démarche apparemment symbolique. On sait peu de choses sur ces sanctions, sinon qu'elles cibleront encore la flotte fantôme de pétroliers ayant permis à la Russie de toucher des revenus pétroliers. Ces responsables annoncent que les États-Unis ont préparé de nouvelles sanctions contre la Russie, sans préciser la date de leur application. L'administration Trump attend probablement le bon moment pour utiliser les sanctions comme punition contre Poutine s'il ne fait pas ce que les États-Unis veulent qu'il fasse, ce que le président Donald Trump a déjà fait par le passé. Il n'y a donc pas encore de date. Mais si Poutine ne respecte pas une fois de plus ses déclarations selon lesquelles il veut la paix en Ukraine, par exemple en lançant des missiles, des drones et des bombes immédiatement après avoir participé à des discussions de paix, il est probable que le paquet de sanctions américaines soit appliqué peu de temps après. Poutine est impuissant à empêcher tout cela. Enfin, pour être précis, Poutine a le pouvoir de éloigner la Russie du gouffre, mais la seule façon d'y parvenir serait de mettre fin à la guerre en Ukraine, selon des conditions qui ne lui donnent pas tout ce qu'il souhaite. Le président russe refusera, dont la guerre continuera. Tant que cela durera, l'économie russe déclinera vers l'oubli. L'argent fait tourner la machine à massacrer russe, et c'est la seule raison pour laquelle Poutine et ses comparses du Kremlin ont réussi à faire durer la guerre en Ukraine aussi longtemps. Mais maintenant, les choses changent. Ce n'est pas seulement que l'argent vient à manquer. L'Ukraine a trouvé un moyen de s'assurer que l'argent même de la Russie paie pour les dégâts causés par la guerre. Et cet argent, Poutine ne le récupérera jamais. Il y a un double coup dur qui a frappé Poutine de plein fouet.
l'un lié aux avoirs gelés de la Russie, et l'autre à une petite bulle qui ruinerait la Russie si elle venait à éclater. Nous aborderons la bulle plus tard. D'abord, il faut considérer les avoirs russes gelés, et comment la Russie en perd le contrôle. Voici la version courte. Les milliards russes gelés financent maintenant l'Ukraine sans qu'elle ait à rembourser cet argent. Au cœur de cette histoire se trouvent les 210 milliards d'euros, soit environ 247 milliards de dollars que détient l'Union européenne ou UE. Selon Euromaidan Press, un mécanisme de prêt de l'UE a offert à l'Ukraine un répit financier bien nécessaire alors qu'elle se défend contre l'invasion de Poutine. Ce mécanisme de prêt exploite les centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés dans l'UE, et il garantit que l'Ukraine n'a pas à rembourser ce prêt. Voici comment cela fonctionne. En 2025, l'Ukraine a ajouté 47,3 milliards de dollars à sa dette publique. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle, mais c'est aussi inévitable compte tenu de l'ampleur de la guerre de Poutine contre le pays. Bonne nouvelle. Malgré la hausse de la dette, les coûts d'emprunt de l'Ukraine ont presque diminué de moitié. La principale raison à cela, c'est l'argent qui est arrivé en Ukraine grâce au groupe des 7, ou G7, soutenu par les avoirs gelés de la Banque centrale russe. Sur les 47,3 milliards de dollars de dettes supplémentaires, les prêts ERA fournis par le G7 représentent 37,9 milliards de dollars. Et c'est là que ça devient brillant pour l'Ukraine. Selon Euromaidan Press, les prêts ERA que l'Ukraine a reçus comportent des périodes de grâce allant de 11 à 12 ans pendant lesquelles aucun remboursement n'est exigé. À la fin des périodes de grâce, les remboursements débutent. Cependant, l'Ukraine ne remboursera pas. Les pays créanciers utiliseront les revenus des avoirs russes gelés pour régler la dette ukrainienne. L'Ukraine ne remboursera rien. La Russie perd les revenus de ses avoirs gelés, mais pas les avoirs, permettant à l'UE d'éviter les problèmes juridiques liés à la remise directe de ses avoirs à l'Ukraine. Nous voyons ici un plan à long terme qui pourrait se répéter si la guerre en Ukraine dure encore plusieurs années. L'impact sur l'Ukraine est énorme. Grâce à ces prêts ERA, le coût moyen d'emprunt de l'Ukraine est passé de 7,2% à 4,55%. Le coût de sa dette extérieure a encore baissé, passant de 4,5% à 1,9%, rapporte Euromaidan Press. Le ministère des Finances ukrainien a apporté plus d'explications avec des chiffres publiés le 30 décembre. Au total, selon le ministère, l'Ukraine a réussi à obtenir 52,4 milliards de dollars de financement extérieur en 2025, dont plus de 70% proviennent des prêts de l'ERA, qui utilisent les avoirs russes, gelés comme garantie et comme mécanisme de remboursement. D'autres fonds comprenaient 12 milliards de dollars de prêts reçus par l'Ukraine via la Facilité pour l'Ukraine. L'UE a aussi accordé 668 millions de dollars en subvention à l'Ukraine via ce dispositif, sans obligation de remboursement. Au-delà de cela, le financement extérieur de l'Ukraine pour 2025 s'élève à environ 2,3 milliards de dollars avec des prêts accordés par des institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Japon. Tout cela devient complexe. Revenons à l'essentiel. L'Ukraine a reçu près de 38 milliards de dollars de prêts ERA, que la Russie remboursera à sa place. Cela agacera Vladimir Poutine, tout comme un autre événement dont nous parlerons bientôt. L'Union européenne détient désormais environ 40% de la dette totale de l'Ukraine, ce qui est une bonne nouvelle pour ce pays. Bien qu'il y ait certains membres de l'Union européenne qui sont bien plus sympathiques envers la Russie que les autres, à savoir la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie, la grande majorité des pays qui composent le bloc ont pris le parti de l'Ukraine et ont été extrêmement généreux en fournissant des fonds pour la défense du pays. Pas plus tard que le 3 février, l'Union européenne a annoncé qu'une nouvelle aide humanitaire de 153 millions d'euros, soit environ 180 millions de dollars, serait répartie entre l'Ukraine et la Moldavie, un autre pays menacé par l'expansionnisme de Poutine. Nous soulignons que 40% de la dette ukrainienne est désormais détenue par une organisation consciente de son origine et des raisons de son existence. Même sans les prêts ERA remboursés par les avoirs russes gelés, la dette restante de l'Ukraine envers l'Union européenne sera probablement remboursée à des conditions avantageuses, rapprochant ainsi encore plus l'Ukraine de l'Union européenne. C'est une situation étrange. La dette rapproche les cœurs, on dirait. Ou plus précisément, la colère dirigée contre Poutine permet de créer des mécanismes qui obligent la Russie à payer pour la défense de l'Ukraine. On ne peut pas sous-estimer à quel point cet argent aura un impact sur l'Ukraine.
Comme le souligne le Conseil européen des relations étrangères, ou ECFR, le Fonds monétaire international avait précédemment prévu que l'Ukraine manquerait de l'argent nécessaire pour financer sa défense d'ici le printemps 2026, ce qui aurait pu forcer l'Ukraine à capituler face aux exigences maximalistes de Poutine. Cela n'arrivera plus, les prêts de l'ORA l'ont garanti. L'Union européenne a également démontré son soutien à l'Ukraine, en invoquant les pouvoirs de temps de crise accordés par l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou TFUE, ce qui permet que des mesures comme ces prêts soient adoptées, avec le soutien d'une majorité qualifiée des États membres, ce qui, selon l'ECFR, correspond à 15 pays représentant 65% de la population de l'Union européenne. En d'autres termes, il faudrait qu'il se passe quelque chose de vraiment drastique au sein de l'Union européenne pour que le prêt soit annulé. Les vétos de quelques membres ne suffiront plus désormais. Fait intéressant, l'Union européenne met en place d'autres mécanismes qui pourraient aider l'Ukraine à l'avenir. Par exemple, le 30 janvier a apporté la nouvelle qu'un fonds européen de crise proposé de 514 milliards de dollars pourrait être utilisé par l'Union européenne pour prêter de l'argent au pays, à des fins de défense, vraisemblablement. Ces prêts ne fonctionneraient pas de la même manière que les prêts de l'ERA, ce qui signifie qu'ils devront être remboursés. Cependant, si c'est dans le meilleur intérêt de l'Europe, et surtout si l'Ukraine devient membre de l'Union européenne, ce que le président Volodymyr Zelensky pense pouvoir arriver dès 2027, ce fonds massif pourrait aider l'Ukraine à se défendre encore plus longtemps, après l'épuisement des prêts de l'ERA. L'Ukraine bénéficie aussi d'une marge de manœuvre grâce aux prêts de l'ERA, qui l'aideront à surmonter la crise démographique née de l'invasion russe. Comme le souligne Euromaidan Press, la population de l'Ukraine, dans les zones du pays encore contrôlées par l'Ukraine, est passée de 41 millions avant l'invasion à 31 millions. Sur 10 millions de personnes manquantes, 2,4 millions sont dans les territoires occupés et 6,7 millions sont des réfugiés à l'étranger. En ajoutant les dizaines de milliers de soldats tués pendant la guerre, on fait face à des problèmes humanitaires et économiques. Un pays perdant 10 millions d'habitants en 4 ans connaîtra forcément une pénurie de main-d'œuvre. Moins de main-d'œuvre signifie moins d'opportunités de revenus pour financer la défense, ce qui est l'un des nombreux facteurs ayant contribué à l'augmentation de la dette de l'Ukraine. Les prêts remboursés avec l'argent russe ne résoudront pas ces problèmes de population. Ils accorderont plus de temps à l'Ukraine. Comme expliqué plus loin, la bulle évoquée en début de vidéo pourrait éclater, ce qui ferait que la Russie manquerait de temps avant l'Ukraine. Hélas, un autre bémol s'ajoute à toutes ces bonnes nouvelles. Malgré l'importance des prêts de l'ERA à l'Ukraine, qui l'aideront à résister à la Russie quelques années, l'Ukraine reste en difficulté. Les problèmes démographiques, qui existent actuellement, resteront majeurs une fois la guerre terminée. Il en ira de même pour la dette de l'Ukraine, qui tourne autour de 100% du produit intérieur brut depuis août 2025. Les prêts de l'ERA représentent un peu plus d'un cinquième des 184 milliards de dollars de dette que l'Ukraine devait rembourser en août. Ces remboursements resteront donc nécessaires et pourraient affecter l'Ukraine longtemps après la guerre. Mais cela pourrait être bien pire. L'alternative serait que l'Ukraine manque d'argent d'ici le printemps et cesse d'exister sous la forme que nous connaissons depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Et cela nous ramène à la bulle. Mais avant d'en arriver là, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal si vous voulez voir plus de vidéos avec ce genre d'analyse. Alors que l'Ukraine et l'Union européenne ont trouvé un moyen brillant de dépouiller Poutine et de faire payer la Russie pour la défense qu'elle tente de détruire, il y a la bulle. Plus précisément, la bulle de l'or qui soutient la Russie depuis une grande partie de la guerre est peut-être sur le point d'éclater. Le 3 février, Ambrose Evans Pritchard, chef du service économie internationale du Télégraphe, a écrit que la Russie occupe désormais une position comparable à celle du Royaume-Uni au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour rester en guerre, le Royaume-Uni a vendu ses réserves d'or et de devises aux États-Unis dans le cadre du programme Cash and Carry. La Russie a agi de même durant la guerre en Ukraine, profitant de la flambée de l'or qui a ajouté plus de 200 milliards de dollars au trésor de guerre de Poutine depuis l'invasion. Poutine compte énormément sur cet or. Dès décembre 2024, Euronews rapportait que l'or était devenu l'une des ressources stratégiques les plus importantes de la Russie. Surtout que les sanctions ont entravé la capacité du pays à vendre du pétrole et du gaz. À l'époque, la Russie occupait la 5e place, sur la liste des pays ayant les plus grandes réserves d'or, avec environ 2571 tonnes courtes américaines, soit 2333 tonnes métriques. Depuis l'invasion lancée par Poutine, la Russie tente d'augmenter ses réserves d'or. En février,
Le Télégraphe a rapporté que la Russie renforçait son rôle dans le commerce de l'or en Afrique, en envoyant des mercenaires et des juntes soutenus par le Kremlin pour contrôler les mines d'or du continent. La Russie souhaite augmenter ses réserves d'or car il est difficile à sanctionner. Il est beaucoup plus facile de déplacer physiquement l'or que des produits comme le pétrole, ce qui en fait une marchandise qui peut être facilement passée en contrebande, sans attirer l'attention des réseaux financiers habituels. La vente de devises laisse une trace, tandis que la vente discrète d'or peut ne laisser aucune preuve, sauf l'augmentation de l'or détenu par l'acheteur. Cela suppose que l'acheteur ou le vendeur soit transparent sur l'or qu'il détient. Poutine voulait cet or car il savait qu'il aurait des acheteurs. La Chine domine, Evans Pritchard soulignant qu'elle soutient l'économie de guerre de Poutine via un système cash and carry, de plus en plus par des livraisons directes de lingots d'or issus de la banque centrale russe. Mais maintenant, la Russie a un problème. La valeur de l'or s'effondre. À mesure que le prix baisse, des milliards de dollars s'évaporent du trésor de guerre russe en quelques jours, malgré les importantes réserves d'or du pays. Si la valeur de cet or baisse, Poutine ne peut pas faire grand-chose. Les premières étapes de ce qui pourrait être un krach de l'or sont arrivées par phases, et tout a commencé la semaine du 26 janvier. Vendredi, les analystes ont été stupéfaits par la chute soudaine de l'or et de l'argent. L'argent a chuté jusqu'à 30% en une journée, mais plus important encore pour la Russie, la valeur de l'or s'est effondrée d'environ 10%. Euronews a fourni quelques chiffres supplémentaires, ainsi qu'un peu de contexte. Ils ont souligné que la valeur de l'or avait atteint un nouveau record de 5 600 $ l'once le 29 janvier, pour s'effondrer à environ 4 770 $ l'once le lendemain. Pour comprendre cela, faisons quelques calculs. Plus tôt, nous avons mentionné que la Russie détenait un peu plus de 2500 tonnes courtes américaines d'or dans ses réserves en 2024, en supposant que ce chiffre soit inchangé. Bien que peu probable car Poutine a sans doute vendu de l'or russe pour financer la guerre, on peut estimer approximativement la perte d'argent de la Russie en 24 heures. Une tonne courte, qui est la version américaine de la tonne, équivaut à 29 166,71 troy, qui était la mesure standard de l'or. Multiplié 29 166,71 troy par 5 600 $ par once et vous obtenez un peu plus de 163,33 millions de dollars par tonne d'or. Multipliez cela par environ 2500 tonnes d'or qui se trouvaient dans les réserves de la Russie en 2024 et tout cela représente un peu plus de 408 milliards de dollars. Ensuite, nous faisons la même chose pour le prix après la baisse. Cela nous donne un prix de 139,12 millions de dollars par tonne d'or, ce qui représente environ 347,8 milliards de dollars. En d'autres termes, environ 60 milliards de dollars perdus en 24 heures. Maintenant, ce sont des chiffres approximatifs, basés sur ce à quoi ressemblaient les réserves d'or de la Russie auparavant. Néanmoins, ils donnent un aperçu du genre de douleur que Poutine ressent actuellement à cause de facteurs de marché qui sont bien au-delà de son contrôle. La question à laquelle il faut répondre maintenant est simple. Le krach que nous avons vu sur les prix de l'or le 30 janvier était-il une énorme correction du marché, ou bien le coup d'épingle qui va faire éclater la bulle de l'or ? Les prix demeurent instables, comme l'a noté Evans Pritchard dans The Telegraph. Poutine a une marge de manœuvre suffisante pour continuer la guerre avec le prix actuel de l'or à 4 925 $ contre 1 900 $ il y a 3 ans. La question qui reste ouverte, selon lui, est de savoir si l'or est en train de chuter vers des niveaux structurellement beaucoup plus bas. Cependant, des doutes persistent sur une possible chute de l'or, jusqu'au niveau structurellement plus bas évoqué par l'auteur. Evans Pritchard souligne des signes indiquant que la reprise ultérieure des prix de l'or que nous avons observée depuis le 30 janvier n'est pas nécessairement le début d'une super reprise qui verrait le prix de l'or remonter à ce qu'il était auparavant. Il note que l'inflation baisse en Occident et que l'IA, en augmentant la productivité, est aussi déflationniste. Il est possible que l'or retombe et atteigne des niveaux inférieurs à ceux observés lors du mini-crack dans un avenir proche. Certains estiment que ce n'était qu'un incident mineur. Selon Forbes, JP Morgan a relevé sa prévision de fin d'année pour l'or à 2300 $ l'once, affirmant que la hausse à long terme de l'or n'a pas été et ne sera pas linéaire. Nous digérons, nous réajustons et nous recommençons. Deutsche Bank anticipe également 6000 $ l'once, et Poutine espère qu'ils auront raison. Si ce n'est pas le cas, l'or de la Russie perdra beaucoup de sa valeur. Si la bulle de l'or éclate, Poutine pourrait réaliser qu'il ne peut pas compter sur Xi Jinping pour le sauver.
La Chine achète peut-être beaucoup d'or russe en ce moment, avec des livraisons physiques de grandes quantités qui ont commencé assez récemment. Pour Xi, la relation avec la Russie est une question d'opportunité, non de camaraderie, et il a déjà montré qu'il est prêt à abandonner Poutine pour de meilleures options. Evans Pritchard affirme que la Chine tente de renouer avec les grandes puissances économiques européennes, après près de 4 ans de soutien indirect à la Russie. Si ces puissances disent à Xi que l'or de Poutine n'est plus une option, ils pourraient sacrifier cette ressource pour des relations commerciales potentiellement plus prospères. De nombreux exemples d'opportunisme chinois soutiennent cette théorie. En décembre, le Télégraphe a indiqué que les exportations de véhicules chinois vers la Russie, en 2024, étaient 7 fois supérieures à celles de 2023. Cela a joué un rôle énorme en forçant les constructeurs automobiles russes, tels que Lada et Kamaz, à ralentir leur production. Selon le Télégraphe, Kamaz a vu la demande pour ses véhicules chuter de 60%, tandis que Lada a réduit sa production de près de 50%. La Chine a saisi l'opportunité avec tant de force qu'elle pose aujourd'hui de graves problèmes aux constructeurs automobiles russes. La Chine a profité des sanctions occidentales pour acheter d'énormes quantités de pétrole et de gaz russe à prix cassés. Xi a ainsi saisi une opportunité. Pendant ce temps, les investissements chinois en Russie ont chuté de 1,2 milliard de dollars en 2011 à 400 millions prévus d'ici fin 2025. Dans ce contexte, la Chine n'est pas un allié réel pour la Russie. Selon Evans Pritchard, il est presque impossible que la Chine accorde à Poutine un pré-bail moderne pour l'aider à atteindre ses objectifs de guerre maximaliste en Ukraine. En d'autres termes, dès que Poutine deviendra plus problématique qu'utile pour la Chine, Xi abandonnera le président russe sans hésiter, ce qui pourrait laisser la Russie avec beaucoup d'or qui vaudra moins qu'avant, et sans personne à qui le vendre en grande quantité. Voilà pourquoi cette semaine a été un double coup dur pour la Russie. Poutine doit essayer de comprendre comment gérer ce qui pourrait être un effondrement de la valeur de l'une des rares matières premières que la Russie possède en abondance. Tout cela alors que l'Ukraine reçoit une aide économique, obligeant la Russie à financer la défense de l'ennemi de Poutine. Cela pourrait permettre à l'Ukraine d'épuiser l'armée et l'économie russe, au point que Poutine doive mettre fin à sa prétendue opération militaire spéciale. La Russie ne survit à la guerre en Ukraine que grâce au pétrole. Les recettes fiscales de ce produit précieux ont financé l'invasion de Poutine. Mais à mesure que les sanctions se sont intensifiées, la question est vite devenue: pour combien de temps ? Plus pour longtemps. Les États-Unis ont ruiné la Russie sans tirer, supprimant le dernier soutien aux ambitions impériales de Poutine. Nous commençons maintenant à voir les effets détruire lentement la Russie. Avant d'expliquer la situation actuelle du pétrole russe, revenons brièvement sur le passé. Pas trop loin, heureusement. Nous revenons à la fin du mois d'octobre 2025 lorsque le président américain Donald Trump a annoncé une série de nouvelles sanctions ciblées, ciblant 2 des principales compagnies pétrolières russes, Lukoil et Rosneft. Les sanctions sont intervenues, à la suite d'une nouvelle série de pourparlers de paix infructueux avec Poutine, et elles ont constitué pour les États-Unis une manière de taper du poing sur la table et de dire à Poutine qu'il frapperait durement la Russie si celui-ci ne commençait pas à prendre les négociations de paix au sérieux. Il s'agissait de mesures sévères. Mais Poutine n'avait peut-être pas mesuré tout l'effet domino. Les États-Unis ont jeté un rocher dans l'océan russe, ce qui a provoqué une série de raz-de-marée qui détruisent désormais le pétrole russe. Cependant, les effets initiaux restaient notables. Lukoil en particulier a encaissé les nouvelles sanctions américaines comme un uppercut au menton, venant d'un Mike Tyson à son apogée. Juste une semaine après l'annonce de Trump, Lukoil a déclaré au monde entier qu'il était en état d'alerte maximale, annonçant qu'il vendrait ses actifs internationaux, au plus offrant, s'il n'obtenait pas une forme d'allègement face à la pression que Trump venait d'exercer sur l'entreprise. Gardez cette vente en tête, elle deviendra bientôt très importante. Au 27 octobre, Lukoil avait déjà reçu des offres, probablement sous la pression du Royaume-Uni qui avait imité les sanctions américaines. Les participations étrangères devaient partir, il y en avait beaucoup à répartir. En Irak, Lukoil détenait une participation de 75% dans le champ pétrolifère de West Qurna 2, qui produisait environ 480 000 barils par jour, et qui est l'un des plus grands champs pétrolifères du monde. La raffinerie Neftoim Burgas en Bulgarie est un autre actif que Lukoil pourrait devoir céder pour stopper l'hémorragie due aux sanctions, tout comme celle en Roumanie. Ce sont des investissements majeurs pour une entreprise produisant environ 2% du pétrole mondial que Trump a rendu non viable en octobre 2025. Aujourd'hui, une décision autrefois source de panique pour les grandes compagnies pétrolières russes a désormais des effets drastiques sur Lukoil et la Russie. Nous évoquerons la situation de la Russie dans quelques minutes. Pour Lukoil, les ventes sont conclues,
et les acheteurs sont les États-Unis. Newsweek a rapporté le 29 janvier que Lukoil vendrait ses actifs étrangers à une société d'investissement américaine pour environ 22 milliards de dollars. Ce n'est pas une vente ordinaire. Cela signifie que Lukoil se débarrasse d'actifs qui généraient des revenus avant que Trump ne prenne sa grande décision de sanction. Poutine, chaque rouble provenant de la vente de pétrole par une entreprise russe est un rouble qu'il peut taxer pour continuer à alimenter le trésor de guerre russe. Donc, toute vente comme celle que Lukoil vient d'accepter va certainement porter un coût économique massif à la Russie, en plus de handicaper Lukoil dans son rôle de véritable acteur mondial du secteur pétrolier. Newsweek ne précise pas quels actifs internationaux de Lukoil sont vendus au groupe d'investissement américain, mais il est probable que ce soit tous. Les actifs évoqués plus tôt dans la vidéo disparaîtraient dans ce scénario, tout comme les 200 stations-service de Lukoil situées en Pennsylvanie, au New Jersey et à New York. Il en irait peut-être de même pour toutes les stations-service qu'elle possède dans des pays autres que la Russie, ainsi que pour les raffineries et les actifs pétroliers en amont que Lukoil détient dans des territoires autres que son pays d'origine. Il faut souligner une différence majeure entre Lukoil et l'autre compagnie pétrolière sanctionnée par Trump, Rosneft. C'est une entreprise publique, ce qui, malgré certains problèmes, lui permet d'être protégé des pires effets économiques des sanctions. Lukoil, en revanche, est une entreprise privée, ce qui lui a permis de développer un portefeuille d'actifs internationaux impressionnant. La Russie en a bénéficié. Les actifs internationaux de Lukoil ont généré un flux régulier de revenus pour la Russie qui, point crucial, provenait de territoires autres que la Russie. C'est crucial pour un pays dont les investissements étrangers ont presque disparu après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, faisant des actifs vendus par Lukoil une bouée de sauvetage pour lui. Avec ses actifs passés à une société d'investissement américaine, cette bouée de sauvetage est coupée, et le pétrole profitera à d'autres qu'à Poutine. Après tout, le Kremlin ne peut pas taxer des revenus qui n'entrent plus dans le pays. La vente des actifs de Lukoil aurait coûté plusieurs milliards de dollars au budget de guerre russe. Pour Lukoil, ce n'est qu'un pansement, alors qu'il s'affaiblit. Bien que l'injection de 22 milliards de dollars dans l'entreprise soit très nécessaire, Lukoil fait face à d'autres problèmes liés aux fortes remises qu'il doit appliquer sur chaque baril de pétrole, vendu à des pays qui profitent allègrement de la situation, tirant parti de l'impact des sanctions occidentales. Lukoil souffre tant de ces remises que peu avant d'annoncer la vente de ses actifs à l'étranger, le dirigeant de l'entreprise, les hauts responsables sont allés supplier le Kremlin pour obtenir un allègement fiscal en raison des remises qu'ils doivent désormais offrir. La forte baisse des prix du brut russe a conduit à ce qu'il se négocie à environ 50% des indices mondiaux. D'après le Moscow Times, Lukoil souhaite que le Kremlin change le mécanisme actuel d'amortissement des prix du carburant en Russie. Introduit en 2018, cet amortisseur compense les compagnies pétrolières russes lorsque les prix du carburant en Russie passent sous les niveaux internationaux. En contrepartie, les entreprises paient plus à l'État si les prix nationaux dépassent les niveaux internationaux. C'est ce que Lukoil doit faire actuellement, ce qui les inquiète. L'entreprise demande que la décote appliquée au brut russe à des fins fiscales soit plafonnée entre 10 et 15 dollars par baril. Actuellement, ces plafonds de décote dépassent 20 dollars, ce qui signifie que Lukoil fera partie des compagnies pétrolières russes qui devront verser environ 170 millions de dollars au budget annuel de la Russie en décembre dans le cadre du mécanisme d'amortissement. Le montant est encore plus élevé si l'on prend en compte le mois de janvier. Selon les médias United 24, les compagnies pétrolières russes devraient transférer 616 millions de dollars au budget de l'État russe pour la période allant de décembre à janvier. Pour donner un contexte, ces mêmes compagnies ont collectivement reçu 23 milliards de dollars de la Russie dans le cadre du mécanisme d'amortissement en 2023, et encore 11,5 milliards en 2024. Mais pour être clair, Lukoil veut que Poutine prélève moins d'argent à l'industrie pétrolière russe, alors que Poutine vide la Russie de chaque rouble qu'il peut obtenir pour financer sa guerre. Il semble impossible que cela arrive. D'ailleurs, Rosneft ne va pas très bien. Même si le statut d'entreprise d'État protège Rosneft des problèmes rencontrés par Lukoil à l'international, ses bénéfices chutent rapidement. En décembre 2025, l'UNN a rapporté que les 9 premiers mois de 2025 ont vu les bénéfices de Rosneft s'effondrer d'environ 70%. Gardez à l'esprit que cela s'est produit avant les sanctions de Trump, donc Rosneft pourrait avoir encore plus de difficultés en 2026 dont nous n'avons pas encore connaissance.
Le Kremlin essaie de donner un coup de pouce à Rosneft, puisqu'il a annoncé un allègement fiscal de 10 milliards de roubles pour l'entreprise, qui sera versé chaque année entre 2026 et 2030. Cela ne représente qu'environ 133 millions de dollars par an. Rosneft ne semble recevoir cet argent que grâce à son appartenance à l'État. Les fissures apparaissent déjà chez les géants pétroliers russes, tout comme en Russie elle-même. Avant d'aborder les problèmes de la Russie, petit rappel, vous regardez The Military Show. Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Revenons à ce qui se passe avec la Russie. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la vidéo, l'impact des sanctions d'octobre de Trump a un effet domino énorme. Nous venons d'apprendre quel a été et continue d'être cet effet pour Lukoil. La Russie doit aussi affronter de nouveaux problèmes liés à ces sanctions, notamment celles de Trump qui s'ajoutent aux précédentes. Les recettes fiscales, par exemple, ont beaucoup baissé. Le 19 janvier, Reuters a rapporté que, selon ses calculs, les recettes du budget fédéral russe provenant de la taxe sur la vente de gaz et de pétrole devraient chuter de 46% en janvier, par rapport au même mois en 2025. La Russie continuera à gagner beaucoup d'argent pour la guerre de Poutine. Environ 5,41 milliards de dollars iront au trésor de guerre, le montant le plus faible que la Russie ait obtenu en taxant ses deux principaux actifs depuis août 2020. Si vous avez besoin d'un rappel, cela correspond exactement au milieu des premières phases de la pandémie de Covid-19, lorsque les gens étaient obligés de rester chez eux et que la demande de carburant était au plus bas. Pire pour le Kremlin. Ce déclin a suivi une année 2025 où les recettes du budget fédéral russe ont atteint leur plus bas niveau depuis 2020. Les recettes fiscales tirées du pétrole et du gaz ont chuté de 24% par rapport à 2024. La Russie a encore généré beaucoup d'argent avec son pétrole et son gaz, soit 112,6 milliards de dollars, mais c'est 24% de moins que l'an dernier. Le recul de janvier montre que les revenus russes baissent encore. Chaque nouvelle entaille affaiblit la Russie, et l'on observe les premiers signes de son épuisement. Si la tendance continue, les recettes fiscales russes du pétrole et du gaz en 2026 seront inférieures à celles de 2025 et ainsi de suite. Finalement, il ne restera plus grand-chose. Newsweek souligne aussi que les problèmes pétroliers de la Russie persisteront bien après la guerre en Ukraine. En guerre, la Russie a augmenté ses dépenses militaires, ses impôts et sa dette. Après la guerre, le pays devra assumer de lourds coûts de reconstruction et la pression d'améliorer le niveau de vie, rapporte le média. En d'autres termes, le rideau de fumée qui a enveloppé les finances de la Russie est déjà en train de s'évaporer. Lorsque la guerre prendra fin, le peuple de Poutine va avoir besoin des investissements qu'il lui a refusés ces 4 dernières années, et l'argent ne sera tout simplement pas là pour financer un effort de reconstruction que la Russie n'avait jamais pensé devoir affronter. Outre la fiscalité, la Russie fait face aux sanctions américaines et occidentales. Elle force les compagnies pétrolières nationales à vendre à des prix très bas, ce qui affecte aussi les questions fiscales évoquées. La Russie perçoit moins de recettes fiscales sur un baril de pétrole vendu à 80 $ que sur un baril vendu à 50 $ par exemple. Actuellement, Poutine tuerait pour ces chiffres, car la Russie doit proposer des réductions bien plus importantes. Les raffineries indiennes achetant encore à la Russie s'en sortent très bien. C'est selon un article du 29 janvier d'Unité de 24 médias, qui affirme que la Russie est obligée de vendre son pétrole pour aussi peu que 22 $ le baril aux acheteurs indiens, méfiants vis-à-vis des sanctions américaines. Certaines raffineries du pays refusent désormais d'acheter du pétrole russe, forçant la Russie à proposer des baisses de prix inédites. La dernière fois que le prix moyen du baril de pétrole a atteint ce niveau, c'était pendant la pandémie de Covid-19. Macrotrend rapporte qu'en avril 2020, le prix moyen est tombé à 19 $, 23 cents le baril, alors qu'il était auparavant dans la fourchette de 40 à 50 $. Mais c'était une circonstance exceptionnelle. Avant cela, le pétrole n'avait pas coûté aussi régulièrement aux alentours de 20 $ le baril depuis le début des années 2000. Ainsi, plus de 20 ans d'inflation disparaissent pour la Russie, qui reçoit de l'Inde autant pour un baril qu'à l'arrivée de Poutine au pouvoir. Le Financial Times ajoute que des prix autour de 22 $ signifient que la Russie atteint à peine le seuil de rentabilité sur chaque baril qu'elle vend, ce qui ramène encore une fois à la question de la fiscalité. Que pouvez-vous taxer quand aucun bénéfice n'est réalisé ? Selon un ancien haut dirigeant du secteur de l'énergie au Financial Times, si les États-Unis renforcent les sanctions, nous ne pourrons vendre du pétrole que par oléoduc. Nous savons que Poutine veut restaurer la Russie, mais il va peut-être trop loin. Lorsque Trump a instauré les sanctions américaines contre Lukoil et Rosneft,
Le problème de la Russie avec l'Inde a commencé environ un mois plus tard. En novembre, Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats indiens, a annoncé avoir arrêté l'importation de pétrole brut russe pour son unité de raffinage d'exportation au Gujarat. Cette transition a été finalisée plus tôt pour respecter les restrictions d'importation prévues, au 21 janvier 2026, a déclaré Reliance Industries dans un communiqué, ce qui revient à dire que les États-Unis nous y ont contraints. Reliance a encore réduit ses importations, comme l'a rapporté oilprice.com le 29 janvier. L'entreprise a arrêté tous ses achats de pétrole sanctionnés russes, limitant ainsi les vendeurs possibles à Reliance. Cela signifie que Reliance n'achètera que des volumes limités de brut en provenance de Russie, ce brut étant soumis à des plafonds de prix, ce qui peut entraîner les types de remises mentionnés par United 24 Media. Pour enfoncer le clou, le ministre indien du pétrole, Hadith Puri, a annoncé en janvier que les importations de pétrole de l'Inde en provenance de Russie étaient tombées à 1,3 million de barils par jour contre 1,8 million de barils. Même avec des prix réduits, cela signifie 11 millions de dollars d'achats en moins par jour, soit plus de 4 milliards de dollars annuels que Poutine ne peut pas taxer. C'est grâce aux sanctions américaines. Et il semble probable que la situation ne fera qu'empirer pour la Russie, surtout si un nouveau projet de loi américain sur les sanctions secondaires, qui propose d'imposer des droits de douane de 500% à tout pays achetant du pétrole russe, entre en vigueur. Au fait, ce n'est pas comme si le pétrole non sanctionné de la Russie rapportait énormément d'argent que Poutine pourrait taxer pour financer la guerre en Ukraine non plus. Selon les médias United 24, le prix moyen à l'exportation d'un baril de pétrole brut de l'Oural, qui est le type de brut que la Russie vend principalement, est tombé à seulement 39 $ le baril en décembre. À vous de deviner ce qu'on va dire. C'est le niveau le plus bas depuis la pandémie de Covid-19. En ce moment, la version normale de la Russie consiste à se retrouver dans le même état où elle était lorsqu'une maladie inconnue poussait tous les pays de la planète à paniquer. Le leadership de Poutine a causé cette situation, qui ne fera qu'empirer. En janvier, le prix moyen du brut de l'Oural est tombé à seulement 34 $ le baril, et même s'il s'est redressé à la fin du mois, la fourchette actuelle entre 36 et 38 $, le baril reste inférieur à celle de décembre. 2025 a déjà vu la situation empirer pour le pétrole russe. Le Financial Times indique que la décote du brut de l'Oural a atteint 24 $ en novembre, soit l'écart de prix entre un baril d'Oural et un baril de Brent. Les sanctions rendent ces décotes inévitables. En 2024 et 2023, la décote n'était que de 15 $, donc la pression des sanctions a clairement eu un effet. Et cela va continuer. Ironiquement, le seul aspect de l'économie russe qui se renforce alimente également tous ces problèmes liés au pétrole. Actuellement, le rouble vaut 17% de plus que le taux de 92 pour un dollar américain prévu par la Russie dans son budget national. Cela signifie que la Russie génère moins de roubles pour chaque dollar qu'elle gagne grâce à ses ventes de pétrole. Le Financial Times précise: un écart de 10 $ sur le prix moyen de l'Oural par rapport à l'hypothèse budgétaire causerait une perte de 1,5 à 1,8 billion de roubles, selon les analystes d'Alpha Bank, premier prêteur privé russe. 1,8 billion de roubles, c'est environ 23,9 milliards de dollars, encore plus d'argent que Poutine ne pourra pas taxer. Nous avons déjà donné de nombreux chiffres dans cette vidéo, mais il en reste quelques-uns qui illustrent encore la gravité de la situation pétrolière russe. S'ajoutent à ces problèmes la vente d'actifs par les compagnies pétrolières, le pétrole à prix réduit, un rouble fort qui déstabilise Poutine, ainsi que la production. Comme l'a rapporté le média United 24 le 23 janvier, la production de pétrole de la Russie s'est élevée à 512 millions de tonnes, ce qui marque la 4e année consécutive de baisse. En 2024, la Russie a produit 516 millions de tonnes de pétrole. C'était 530 millions de tonnes, et c'était 535 millions de tonnes en 2022. La production de pétrole russe n'a pas été aussi basse qu'en 2025 depuis 2009. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? La réponse simple, c'est que le secteur pétrolier russe glisse vers une crise. Tout ce que nous avons évoqué, de la vente d'actifs aux États-Unis à la baisse du pétrole russe, revient à une seule chose pour Poutine: moins de revenus pétroliers à taxer pour le Kremlin. Le point faible de Poutine a été découvert, ou peut-être plus précisément, ce point faible a toujours été connu. Mais maintenant, les États-Unis enfoncent couteau après couteau dans l'endroit parfait à chaque sanction qu'ils appliquent. L'industrie pétrolière russe ne s'effondrera pas aujourd'hui. Elle ne s'effondrera pas demain. Mais à terme, ces blessures auront un effet, et Poutine héritera des ruines d'une économie qu'il a ruinée pour échouer à vaincre l'Ukraine.
L'économie russe a toujours semblé évoluer en montagne russe. Des phases de déclin alternent avec des phases de croissance, créant une oscillation continue qui finit par semer la confusion. Désormais, un effondrement réel approche, la Russie avançant péniblement comme un vieil homme essoufflé. Chacune de ces respirations pourrait être la dernière. L'humiliation de Vladimir Poutine est totale, car la Russie a été humiliée sur la scène mondiale. L'Ukraine vient d'accomplir l'impossible, et l'économie russe en ressent les effets. Nous commencerons par le principal titre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine est sur le point de dépasser la Russie en termes de croissance sur toute une année. Cette révélation vient de Euromaidan Press, qui a relayé les perspectives économiques mondiales du FMI. Publié en janvier, ce document fournit les prévisions du produit intérieur brut, ou PIB, pour les pays du monde entier en 2026. Les suspects habituels sont en tête de liste. Le PIB de l'Inde devrait croître de 6,2% cette année, et la Chine connaîtra une croissance de 4,5% si le FMI a raison. Mais la véritable nouvelle vient de la Russie et de l'Ukraine. Le PIB de l'Ukraine devrait croître de 2%, celui de la Russie de seulement 0,8%. Cette différence de 1,2% est bien plus significative qu'elle ne paraît. L'Ukraine a réussi ce qui devrait être impossible en dépassant l'économie russe, alors que tout le pays est frappé par la guerre déclenchée par Poutine. Cela ne devrait pas arriver. La Russie est désormais en bas du classement des grandes économies mondiales, largement dépassée par l'Inde, la Chine, les États-Unis et même la zone euro en difficulté. Alors que toutes ces économies, ainsi que l'Ukraine, affichent des chiffres encourageants, la Russie glisse vers la stagnation. Et de là, elle pourrait sombrer dans l'oubli total. Les signes indiquent que les bases économiques de la Russie s'effondrent, ce qui sera montré plus tard dans la vidéo. Pour l'Ukraine, la nouvelle qu'elle dépasse la Russie est bonne mais reste amère. La chaîne YouTube Combat Veteran News en explique la raison. Maintenant, pour être clair, si vous êtes une économie émergente comme l'Ukraine, et c'est une économie à revenus intermédiaires, eh bien, 2% c'est en fait assez faible. On s'attend généralement à voir ces économies lorsqu'elles sont en paix. Avec des partenaires commerciaux solides et plus importants, elles croissent généralement de 4, 5 voire 6% par an, indique la chaîne. La liste de décembre 2025 des économies à la croissance la plus rapide de Focus Economics le démontre. Des pays comme le Guyana atteignent une croissance de 22,4% grâce à une manne pétrolière, et l'Éthiopie connaît une croissance de 7,3%, en partie grâce au soutien de grands partenaires comme le FMI et la Banque mondiale. L'Ukraine possède des ressources et un soutien international, bien que différent, ce qui pourrait lui permettre une croissance comparable. Le fait que l'économie ukrainienne croisse malgré les frappes aériennes presque quotidiennes de la Russie et l'invasion de près de 700 000 soldats témoigne de la résilience du pays. La guerre que Vladimir Poutine a déclenchée est en train de forger une grande nation. Elle risque aussi de détruire un pays autrefois grand. L'histoire ne porte pas sur ce qu'un monde parfait aurait offert à l'Ukraine si Poutine n'avait jamais pris la décision insensée d'envahir. Il s'agit de ce que l'invasion a fait à la Russie. Dans son rapport sur les prévisions du FMI, le Moscow Times révèle que la situation en Russie est plus grave qu'elle ne le semble. La prévision de 0,8% représente en réalité une réduction de 0,2% des prévisions du FMI. Le même média note que les informations provenant de la Banque centrale de Russie, qui disons-le a tout intérêt à enjoliver les chiffres de croissance du pays, prévoit une croissance du PIB comprise entre 0,5% et 1,5%. Le chiffre le plus élevé semble ambitieux, tandis que le plus bas paraît bien plus probable. Rappelez-vous que ces chiffres concernent l'année 2026. La prévision du FMI pour la Russie en 2025 est actuellement de 0,6%, ce qui signifie que 2026 sera la deuxième année de stagnation pour l'économie russe. Les signes actuels suggèrent que la stagnation pourrait mener à un effondrement financier. Tous les signes sont là, et aucun des problèmes dont vous allez entendre parler ne va s'améliorer tant que Poutine poursuit une invasion qui a déjà coûté si cher à son pays. Pour commencer, il va sans dire que le trésor de guerre russe est dangereusement bas, à cause de la pression de la guerre en Ukraine sur l'économie. L'économiste Volodymyr Vlasiuk a précisé en octobre à Euromaidan Press que la Russie disposerait de 12 à 18 mois de financement pour la guerre avant épuisement des fonds. À ce moment, le déficit budgétaire russe avait quadruplé, les revenus pétroliers ne représentant plus qu'un cinquième du budget fédéral. En temps normal, les revenus de l'industrie pétrolière et gazière de la Russie représentent entre 30 et 50% de ce budget, ainsi que 20% du PIB total du pays, selon l'Oxford Institute for Energy Studies.
Plus de 100 milliards de dollars ont été retirés du fonds de bien-être national en octobre. Ce fonds de réserve, censé aider la Russie en cas d'urgence, a été utilisé par Poutine durant la crise qu'il a provoquée. En octobre, le fonds de 145 milliards de dollars avait été réduit à 40 milliards de dollars. Ces signes précoces montraient que les prévisions du FMI annonçaient des conséquences plus graves pour la Russie que ce que Poutine laisse entendre. Abordons maintenant le cœur du sujet sur l'économie russe. Nous avons parlé du pétrole, mais évoquer la baisse des revenus ne suffit pas à expliquer la situation. Euromaidan Press souligne que la prévision du FMI est tombée exactement le même jour où Reuters a révélé que les revenus pétroliers et gaziers de la Russie devaient chuter de 46% en janvier, par rapport au même mois, en 2025. La Russie continuera à gagner des milliards grâce à son pétrole, soit environ 5,41 milliards de dollars, mais ce montant est le plus bas depuis août 2020. À l'époque, la pandémie de Covid paralysait la demande mondiale de carburant. La Russie semble revenir à des niveaux que seul un virus mondial avait causé récemment. C'est un effondrement étrangement impressionnant, d'une certaine manière tordu. La Russie n'a pas non plus eu en 2025 des revenus pétroliers et gaziers exceptionnels pour atténuer ce choc. Voir une baisse, comme celle anticipée en janvier, est une chose quand on sort d'une période de forte vente. Voir cette baisse se produire dès le premier mois d'une nouvelle année qui fait suite à une année ayant battu des records de chute dans le pétrole et le gaz, c'est tout autre chose. Comme l'a rapporté Bloomberg le 15 janvier, les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de 24% en 2025, par rapport à 2024, atteignant à nouveau un niveau bas qui n'avait pas été vu depuis 5 ans. La Russie retrouve le niveau de l'ère Covid, mais cette fois pour toute une année. Peut-être que Poutine regrette l'époque où des millions de Russes portèrent des masques au lieu de mourir ou d'être blessés en Ukraine. La baisse persistante est claire. Mais ce qui pourrait faire passer les problèmes pétroliers et gaziers russes de la crise à la catastrophe, c'est l'absence totale de perspective d'amélioration. Pour aggraver tous ces problèmes, les prix du brut Oural sont plus bas que ceux du pétrole brut Brent. La principale forme de brut de la Russie se vend entre 20 et 27 dollars de moins par baril que le Brent, ce qui va déjà faire mal à la Russie. Cependant, cela signifie pour la Russie qu'elle fera probablement face à une année 2026 où son pétrole brut se vendra entre 40 et 45 dollars le baril. RE. La Russie affirme que les sanctions, en particulier celles imposées contre ces deux géants pétroliers Rosneft et Lukoil, vers la fin de 2025 ont eu leur impact. Elles imposent des remises partout. Le média indique aussi que les compagnies pétrolières koweïtiennes, saoudiennes et irakiennes tournent autour des fournisseurs russes, comme des requins, cherchant toute opportunité de devenir des fournisseurs de remplacement à long terme. Sur un marché qui a importé pour 144 milliards d'euros, soit environ 168 milliards de dollars de pétrole en provenance de Russie depuis le début de la guerre. Combat 21 News note que la Russie doit vendre pétrole et gaz, car les investisseurs ne se ruent pas actuellement dans le pays. Personne ne contracte de prêt, ni n'achète la dette souveraine russe, indique la chaîne. Ce que la Russie a, c'est un processus qui consiste à vendre des produits énergétiques, à taxer les revenus, et à utiliser l'argent des impôts pour acheter des soldats et des armes. Ce système commence à s'effondrer quand le produit ne se vend pas autant que Poutine en a besoin. Et cela nous ramène à quelque chose que nous avons mentionné plus tôt, les réserves de la Russie. Le fonds de bien-être national russe s'est légèrement amélioré depuis sa chute à 40 milliards de dollars en octobre. Selon Medusa, les actifs liquides du fonds atteignent environ 53,4 milliards de dollars. C'est tout de même un signe de croissance, non ? Bien sûr. Toutefois, le fonds a diminué au point de ne plus suffire à couvrir le déficit national de la Russie. En fait, Medusa affirme que la dépendance constante de Poutine à ce fonds a creusé le déficit budgétaire en plus d'alimenter l'inflation. La banque centrale russe ne peut pas autant baisser les taux d'intérêt qu'elle le voudrait. Tant qu'ils restent élevés, les entreprises russes peinent à rembourser leurs prêts. Souvenez-vous de ce point. Il va devenir important plus tard. Dans une tentative désespérée de compenser le manque à gagner des recettes fiscales provenant du pétrole et du gaz, le Kremlin a décidé d'augmenter le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, en Russie, de 20% à 22%. Cette hausse s'est accompagnée d'un abaissement des seuils, ce qui fait entrer davantage de petites entreprises en difficulté dans la tranche de la TVA, ainsi que d'une augmentation de l'impôt sur les sociétés qui sera également ressentie comme un coup de massue pour l'ensemble de l'industrie russe. Le Kremlin vise 21,8 milliards de dollars de recettes supplémentaires avec ces mesures, ce qui ne couvre même pas la moitié du déficit budgétaire fédéral prévu, selon Euromaidan Press. On pense qu'une demi-mesure rapportera difficilement plus de la moitié. Bien sûr, cette hausse d'impôts finit par toucher les Russes ordinaires.
Les entreprises ont déjà commencé à augmenter leurs prix, par nécessité, peut-être plus que par envie, pour compenser les impôts supplémentaires qu'elles devront payer. Ces augmentations sont énormes, comme l'a rapporté le Moscow Times le 20 janvier. Les prix dans la restauration, le fitness, la santé privée et l'éducation ont grimpé de 8 à 10%, tandis que les services informatiques et numériques ont augmenté de 5 à 7% selon le média. Rappelez-vous que ces hausses touchent une population déjà confrontée à une forte inflation et à des taux d'intérêt élevés, rendant les prêts difficiles à obtenir. C'est un coup dur. Poutine ne s'en souciera pas, ayant déjà montré qu'il accorde peu de valeur à la vie du Russe moyen, lors d'une guerre qui a coûté près de 1,23 million de pertes à la Russie en moins de 4 ans. Poutine pourrait s'inquiéter que la stagnation qu'il a imposée à l'industrie russe pousse de nombreuses entreprises au bord de la faillite. La youtubeuse Anna Danilchuk, qui est professeure associée à l'Université nationale Lesia Ukrainka-Volyn en Ukraine, met en avant ce problème dans une vidéo du 17 janvier. Le nombre d'entreprises qui ont fait faillite en 2025 était 2 fois plus élevé qu'en 2022, ce qui est un chiffre très négatif, dit-elle, en ajoutant. Et les petites entreprises, les moyennes entreprises, elles vont littéralement disparaître, à cause de l'augmentation de la TVA, et du fait que de nombreux Russes qui auparavant ne payaient pas seront obligés de le faire parce que le seuil a été abaissé. Ces faillites surviennent, et le nouveau taux de TVA n'est pas le seul problème. En novembre, le Moscow Times a indiqué que les entreprises russes font face à une dette record après des années de taux d'intérêt élevés. Le service de la dette engloutissait 39% des bénéfices moyens, avant impôts et avant intérêts des entreprises, en septembre 2025. Ces chiffres ne viennent pas non plus d'une source occidentale. Le média rapporte que ces chiffres viennent du Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme, lié directement au Kremlin. Cette part du service de la dette a triplé en 2 ans, jusqu'en septembre 2025, et a augmenté d'1,5 fois sur les 9 premiers mois de cette année. La charge des paiements d'intérêt sur les revenus des entreprises est à un niveau extrêmement élevé, a déclaré le centre dans une évaluation assez stoïque de la situation. Crier à l'effondrement de l'industrie russe au Kremlin n'est pas une option avec tant de fenêtres ouvertes autour. Plus d'emprunteurs, entreprises ou entrepreneurs individuels étaient aussi en retard de paiement en novembre 2025. Ce chiffre s'élevait à 24,1% début octobre, ce qui représente déjà une augmentation par rapport aux 17,9% d'emprunteurs en retard observés au début de l'année. On commence à avoir l'impression que, s'il existe un mauvais indicateur économique, la Russie est en première ligne pour s'en emparer. Et naturellement, ces charges de dette entraînent des difficultés pour les entreprises partout en Russie. Le 21 janvier, la Charte 97 a rapporté que plus de 7000 entreprises de transport routier russes sont désormais au bord de la faillite, alors que les prix de l'essence s'envolent et que la dette devient ingérable. L'ampleur de ce problème pour la Russie ne peut être surestimée. Ce pays dépend tellement du rail pour ses transports que le Centre international pour la défense et la sécurité a surnommé le réseau ferroviaire russe le Léviathan de fer. Pour comprendre le lien entre transport routier et rail, demandez-vous comment les marchandises arrivent au train. Comment les marchandises sont-elles acheminées des trains vers leur destination en Russie? C'est le travail effectué par les camions. Donc la faillite de 7000 entreprises de transport routier bouleverserait la logistique de la Russie en temps de guerre. Oh, et d'ailleurs, les chemins de fer russes, qui sont la principale compagnie ferroviaire de Russie, ploient sous le poids d'une dette de 51 milliards de dollars, selon un article de Reuters partagé par investing.com. Il semble que, peu importe où l'on regarde dans l'industrie russe, ces problèmes existent. Et c'est encore bien pire que ce que nous vous avons déjà dit, car il y a un certain segment de la société russe qui est obligé d'encaisser tous ces coûts portés à leur compte bancaire. Et ils ont bien plus d'influence que les Russes moyens sur lesquels Poutine s'appuie pour soutenir sa guerre. Avant d'en arriver là, la faillite frappe aussi des régions russes entières. Quand Poutine utilise l'argent public pour les soldats et les armes, il sait que les fonds finiront par manquer. Les réserves régionales étaient déjà à sec en octobre. C'est à ce moment-là que le Moscow Times a rapporté qu'au moins 6 régions de la Russie ne disposaient plus que de 2 ou 3 jours de fonds à dépenser au 1er septembre 2025. Au total, 67 régions de la Russie avaient terminé le premier semestre 2025 dans le rouge, ce qui en dit long sur l'impact de la guerre de Poutine sur la population. À Arkhangelsk, il ne restait que 620 000 dollars sur un budget annuel de 1,93 milliard de dollars.
Volgograd n'avait plus que 1,24 million de dollars sur un budget de 2,43 milliards, et ainsi de suite, alors que plusieurs de ces régions devaient affronter les premiers mois de l'hiver avec presque plus rien. Le Kremlin ne serait pas affecté, mais les habitants subiraient des services d'urgence fonctionnant à peine, des licenciements massifs dans la fonction publique et une baisse notable des dépenses en éducation. Tout ce qui nécessite de l'argent du trésor public en pâtirait, ce qui signifie que les personnes qui bénéficient des dépenses publiques d'une région, c'est-à-dire tout le monde, en souffriraient aussi. La situation de beaucoup de ces régions ne s'améliorera pas en 2026. Le 11 janvier, RBC Ukraine a rapporté que la région d'Astrakhan s'attend à une baisse de 2,1% de son produit régional brut. D'autres régions russes, telles que Belgorod et Koursk, sont désormais en première ligne. Ces oblasts qui commerçaient autrefois avec l'Ukraine doivent désormais compter sur des subventions gouvernementales provenant d'un budget fédéral qui s'amenuise chaque année. Dans toute la Russie, selon le média, le produit régional brut devrait diminuer de 4,1%, laissant un déficit budgétaire de plus de 570 millions de dollars. La Russie est en péril financier partout où l'on regarde. Ces problèmes économiques concernent un groupe que Vladimir Poutine ferait mieux de ne pas fâcher. Ce sont les créateurs de richesses et figures influentes de l'industrie russe, nommés à ces postes par Vladimir Poutine. Ce sont les oligarques. Danilchuk souligne dans sa vidéo « Pensez-vous que les dirigeants de Gazprom ou Rosneft apprécient les nouvelles sanctions ? De voir plus de pétroliers saisis ? De voir de nouvelles restrictions sur les exportations russes alors que la Russie dépend entièrement de la vente de ses ressources ? Bien sûr que non. Il y aura inévitablement une source de mécontentement qui se formera parmi les oligarques. Mais savoir s'ils feront réellement quelque chose concernant les problèmes de la Russie, dans le sens d'essayer de se débarrasser de Poutine, est une toute autre question. Poutine a réussi à priver les oligarques russes de leur indépendance et de leur voix, selon un rapport de la BBC du 28 décembre. Les critiques de la politique de Poutine risquent la nationalisation de leur entreprise, comme l'a vécu l'ex-banquier Oleg Tinkov. La BBC rapporte qu'il a dit « Je ne pouvais pas discuter du prix, c'était comme une prise d'otage, j'ai dû accepter sans négocier. » Lorsque le Kremlin a imposé une nationalisation après qu'il avait qualifié la guerre en Ukraine de folle sur Instagram. Non, il ne semble pas que les oligarques se soulèveront. Si le Kremlin prend le contrôle des entreprises dès qu'on s'exprime, il risque de se tirer une balle dans le pied. Ceux qui restent silencieux regardent leurs entreprises s'effondrer. Ces entreprises sont essentielles pour la Russie, à cause des produits qu'elles fabriquent et des personnes qu'elles emploient. La nationalisation forcée n'est pas non plus une solution face aux oligarques arrogants. Avec Vladimir Poutine autant investi dans la guerre, les entreprises que le Kremlin vole, en pratique, ne vont pas se redresser de sitôt. Même si ces entreprises nationalisées n'ont plus à rembourser leurs prêts, cela affecte toujours le système bancaire russe. C'est une souffrance économique généralisée. Et là, l'Ukraine se tient debout, observant l'économie russe tomber à genoux, tandis que l'Ukraine a accompli quelque chose que personne ne pensait possible alors que la guerre faisait encore rage. Qui sait ? Peut-être que des oligarques, lassés de la méthode de la carotte et du bâton de Poutine, complotent en secret pendant que nous parlons. L'effondrement pourrait survenir dès cet hiver, non seulement à cause de l'économie russe chancelante, mais aussi parce que Poutine perd ses soutiens internationaux, alors que la Russie sombre dans la crise financière. Vladimir Poutine a de nombreux problèmes. Sa guerre en Ukraine dure bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Presque tout l'Occident s'est retourné contre lui. Soyons honnêtes, il vieillit et aura disparu bien avant la chute de l'Ukraine. Mais il ne pensait pas que la France deviendrait un tel problème. Sans tirer un seul coup de feu, la France a frappé la Russie là où ça fait mal, devenant soudain le principal problème de Poutine. Ou plutôt ses problèmes. Il y a deux façons dont la France a scéné un coup violent à la Russie ces derniers jours. La deuxième est essentielle car elle aide l'Ukraine à accomplir ce dont elle a grand besoin, comme vous le verrez en regardant la suite. Quant au premier coup, la France vient de prendre le contrôle de l'un des nombreux pétroliers fantômes qui aident la Russie à expédier illégalement son pétrole dans le monde entier. Le 22 janvier, BBC News a annoncé que la France avait saisi un pétrolier soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe en Méditerranée. Le Grinch, que nous assurons ne pas être Jim Carrey déguisé, a été saisi car soumis à des sanctions internationales et soupçonné de naviguer sous faux pavillon, selon Emmanuel Macron. L'équipage du pétrolier a sûrement cru que Noël leur était volé à l'arrivée de la marine française. Après avoir pris d'assaut le navire, la marine a mené une fouille approfondie qui a conduit les autorités maritimes du pays à conclure que la marine avait confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon. En clair, le navire russe naviguait sous un autre pavillon.
La flotte fantôme utilise souvent cette ruse pour ne pas éveiller de soupçons. Après la saisie, Macron a utilisé X pour adresser un message apparemment destiné à Poutine. « Nous ne tolérerons aucune violation », a déclaré Macron, avant de détailler ce que la marine française a fait. L'opération s'est déroulée en haute mer en Méditerranée, avec l'appui de plusieurs alliés, dans le respect strict de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Une enquête judiciaire a été ouverte, le navire a été dérouté, a ajouté Macron. Cette référence aux alliés indique que la France n'a pas agi seule le matin du 22 janvier, elle a reçu l'aide d'un allié clé, le Royaume-Uni. D'après LBC, un navire de la Royal Navy suivait le pétrolier de la flotte fantôme avant l'intervention de la marine française. Le média indique que le secrétaire à la défense britannique, John Healey, a révélé que le Royaume-Uni a aidé les autorités françaises au pistage pendant que le Grinch traversait le détroit de Gibraltar. C'est logique. Le détroit de Gibraltar est un passage maritime entre le sud de l'Espagne et le nord de l'Afrique. Il offre une route de transit sûre pour les navires voyageant entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Et le Royaume-Uni maintient justement une base sur la petite île rocheuse qui porte le même nom que le détroit. LBC signale que le Royaume-Uni a déployé le HMS Dagger, probablement depuis cette base, pour suivre le navire clandestin russe entrant en Méditerranée. Naviguant sous pavillon comorien, nation d'Afrique de l'Est peu connue, le Grinch a continué sa route en Méditerranée avant d'être saisi par les autorités françaises. Le Grinch était une cible évidente car il était sanctionné par le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis, qui l'accusèrent de faire partie de la flotte fantôme permettant à l'argent du pétrole de continuer à affluer vers la Russie malgré leurs sanctions. LBC précise que des enquêtes ont montré que le navire venait de Mourmansk, en Russie, mais sa destination reste inconnue, ayant été intercepté entre l'Espagne et le Maroc. Le Royaume-Uni intervient pour la deuxième fois en quelques semaines dans la saisie d'un pétrolier de la flotte fantôme. Début janvier, les États-Unis ont ciblé 2 navires, l'un dans les Caraïbes, l'autre dans l'Atlantique Nord, soupçonnés de transporter du pétrole entre la Russie et le Venezuela. L'un de ces navires, désormais nommé le Marinera, mais auparavant appelé le Bella One, avait entraîné les forces américaines dans une poursuite sur des centaines de kilomètres de mer après une première tentative de saisie du navire. Les États-Unis ont finalement intercepté le navire entre l'Écosse et l'Islande, où il battait pavillon du Guyana. Dans ce cas, le Royaume-Uni a fourni un soutien logistique, rapporte Sky News. Il a autorisé les États-Unis à utiliser plusieurs de ses bases et à disposer du RFA Tide Force, normalement ravitailleur, pour les poursuivants américains. Un soutien supplémentaire est venu sous la forme d'au moins un avion de la Royal Air Force, qui a assuré une surveillance aérienne afin de garantir que les États-Unis restent sur la bonne voie. Le Royaume-Uni semble avoir été bien pris par la flotte fantôme. Mais dans ces 2 cas, le Royaume-Uni a joué un rôle de soutien. C'est la France qui a fait la une des journaux le 22 janvier, en infligeant un choc à la flotte fantôme qui va ébranler Poutine. Perdre un autre de ses navires douteux est la dernière chose que le président russe souhaitait, car il dépend de ses vieux pétroliers pour faire entrer de l'argent en Russie, alors que le pays a besoin de chaque centime. La Russie a créé une flotte fantôme pour contourner les sanctions imposées par l'Occident depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. The Guardian propose un résumé utile de cette flotte. Elle regroupe des centaines de pétroliers anciens et non réglementés achetés par la Russie dans le monde entier. Ils naviguent souvent dans un état si délabré qu'ils seraient interdits s'ils subissaient de vraies inspections. Ces navires acheminent du pétrole russe vers l'Inde, la Chine, le Venezuela et tout pays acceptant d'acheter le pétrole sanctionné de Russie au fort rabais proposé par Poutine. Cette flotte est immense. The Guardian affirme que la flotte fantôme de la Russie comprend 1423 pétroliers, dont 921 sont soumis à des sanctions, par au moins l'une des 3 entités que nous avons mentionnées plus tôt. Ces chiffres viennent de Lloyd's List Intelligence, selon le média, et restent provisoires. La flotte fantôme pourrait être plus vaste que ces chiffres ne le suggèrent. Le problème d'une collection secrète de navires, c'est qu'on ne sait jamais combien la flotte en compte. Dans ce contexte, la saisie par la France d'un pétrolier de la flotte fantôme n'est pas un coup dur pour la Russie. Le pétrolier saisi restera à quai, mais d'autres prendront sa place. Il y a une raison pour laquelle Poutine a dépensé 14 milliards de dollars jusqu'en mai 2025, selon un magazine maritime ukrainien, pour constituer cette flotte après tout. Cependant, bien plus important que la saisie du Grinch est le message que le retrait du navire des mers envoie à la Russie. La France observe, et elle n'est pas seule. Alors que le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous 2 pris des mesures actives ces dernières semaines pour limiter l'activité de la flotte fantôme partout où ils le peuvent, une flotte qui opérait autrefois en toute impunité, est désormais sous surveillance plus que jamais auparavant.
La surveillance entraîne des risques. Poutine utilisera la flotte fantôme pour livrer et récupérer des cargaisons, sans alternative. Le pétrole reste une source majeure de revenus pour la Russie, même vendu à prix réduit. Avec son déficit budgétaire élevé, l'absence d'accès au crédit international et ses réserves de change bloquées, la Russie doit accéder à un maximum de sources de revenus, dont le pétrole, l'une des principales. Désormais, Poutine sait que les pays sanctionneurs surveillent. Tout navire de la flotte fantôme quittant la Russie peut désormais être capturé à tout moment, surtout en eau européenne ou américaine. Le constat est simple. La France a saisi un navire aujourd'hui. Demain, elle pourrait, avec ses alliés, lancer une campagne plus large pour neutraliser autant de navires de la flotte fantôme que possible. Si cela se produit, Poutine ne pourra rien y faire, car la nature même de cette flotte signifie que la Russie ne peut pas revendiquer la propriété des navires saisis, en raison de ses tentatives de faire semblant que ces navires ne font pas ce qu'ils font de toute évidence. Comme le note le Centre de politique européenne, l'Europe a toute la légitimité juridique pour rendre ces saisies plus fréquentes. De la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui autorise l'intervention des nations contre la navigation jugée dangereuse dans leurs eaux, jusqu'aux lois Marpol et Solas qui autorisent la rétention des navires ne respectant pas les normes de sécurité, la Russie n'aura aucun fondement juridique, même si elle tente de récupérer ces navires saisis. Petite parenthèse, vous regardez The Military Show. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Une fois cela fait, revenez vite, car nous allons traiter un sujet mentionné au début. Le deuxième coup de la France a frappé la Russie en plein ventre. La capture d'un navire de la flotte fantôme reste un événement majeur pour l'Ukraine, engagée dans une guerre d'usure où la victoire dépend de sa capacité à tenir financièrement et militairement face à la Russie. Mais la seconde révélation est plus importante. Cette révélation, c'est que la France a officiellement dépassé les États-Unis pour devenir le principal fournisseur de renseignements militaires à l'Ukraine. Le 16 janvier, moins d'une semaine avant la saisie du Grinch, Business Insider a rapporté qu'Emmanuel Macron a averti la Russie en révélant que la France fournit désormais 2/3 des renseignements utilisés par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Nous avons appris cette nouvelle lors du discours du Nouvel An d'Emmanuel Macron à l'armée française, où il a affirmé qu'aujourd'hui, les 2/3 du renseignement fourni à l'Ukraine viennent de la France, contre une forte dépendance aux États-Unis l'an passé. Cette révélation est majeure pour aider l'Ukraine à s'affranchir des États-Unis, surtout alors que la quantité de renseignements américains fournis reste incertaine. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons approfondir ce sujet en particulier et expliquer pourquoi il est si important pour l'Ukraine. Quant au fait que la France devienne le principal partenaire en matière de renseignement, Business Insider affirme que tout cela s'inscrit dans la volonté du pays de devenir un leader militaire régional en Europe, alors que l'administration Trump pousse le continent à prendre davantage de responsabilités pour sa propre défense. Le Kiev Independent explique, dans son rapport sur Emmanuel Macron, pourquoi le renseignement, quelle qu'en soit la source, est si vital pour l'Ukraine. Chaque information obtenue par l'Ukraine est importante. Il faut surtout noter les images satellites récentes et de haute qualité, car ce renseignement peut avertir l'Ukraine sur les positions russes et l'emplacement des cibles pour ses missiles et drones longue portée. Considérez ce renseignement comme le pendant spatial des drones de reconnaissance qui surveillent en continu le sol ukrainien, et vous saisirez l'idée. On ignore en grande partie quels renseignements la France transmet à l'Ukraine. Nous disposons de nombreux indices, dont une déclaration du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. En mars 2025, Sébastien Lecornu a déclaré sur France Inter que son pays était prêt à partager tous les renseignements nécessaires à l'Ukraine. En fait, cela se produisait déjà, selon sa déclaration. Notre renseignement est souverain, construit sur nos propres capacités, partagées avec les Ukrainiens. Bien que Sébastien Lecornu, comme Emmanuel Macron, n'ait pas précisé, sa référence à un système de renseignement souverain a conduit Militarny à conclure que la France fournit sans doute des renseignements à l'Ukraine via sa composante spatiale optique, ou CSO. Le déploiement complet de la CSO a été achevé en 2025. Fait notable, le dernier des 3 satellites de la constellation a été acheminé vers son site de lancement par un avion ukrainien AN-124, indiquant qu'un partenariat était en préparation avant même son annonce. Militarny explique ce que ces 3 satellites offrent en termes de construction, en déclarant « Les 3 satellites partagent une conception identique. Leurs systèmes optiques reposent sur la configuration du télescope Korch. Les miroirs sont fabriqués à partir de la céramique vitreuse ultra stable zéro dur qui possède un coefficient de dilatation thermique quasiment nul. Les satellites CSO ont aussi une voie d'imagerie infrarouge. »
Chacun a aussi plusieurs télescopes permettant de photographier la même cible sous différents angles, pour la modélisation 3D du terrain, ce qui est extrêmement utile à l'Ukraine. Cette fonctionnalité à elle seule suffit largement à justifier que l'Ukraine collabore avec la France. Une autre raison est que ce ne sont pas seulement les satellites qui sont bien conçus. La structure du CSO est brillante pour la collecte de renseignements. Chacun des 3 satellites a un objectif défini qui permet au trio de travailler en tandem pour fournir des données extrêmement précises sur ce qui se passe au sol en Ukraine. CSO-1 est le satellite qui vole le plus haut, à égalité avec un autre, puisqu'il opère à une altitude de 800 km, soit environ 497 miles. C'est le collecteur de renseignements, à vue d'ensemble, qui offre une reconnaissance à grande échelle, grâce à des photos prises avec une résolution allant jusqu'à 35 cm, soit environ 13,7 pouces par pixel. C'est une résolution suffisamment élevée pour identifier des éléments comme la position des véhicules blindés et des avions russes. Vient ensuite le CSO-2 logiquement nommé, qui vole à une altitude de 480 km, soit environ 298 miles. Ce satellite crée des images avec une résolution de 18 cm, soit environ 7 pouces par pixel. La haute résolution permet non seulement d'identifier un char au sol, mais aussi de déterminer précisément sa marque et son modèle. Le satellite peut aussi repérer les leurs, évitant à l'Ukraine de gaspiller des munitions sur de fausses armes sans danger réel. Le seul inconvénient est que CSO-2 évolue dans une orbite exposée à l'atmosphère terrestre. C'est un problème qui existe et qui continuera d'exister. Donc, la durée de vie de ce satellite est limitée à environ 10 ans. Il a été lancé en 2020. La France espère pouvoir le remplacer en 2030. Enfin, CSO-3 est presque identique à CSO-1 en termes d'altitude d'orbite et de clarté des images. Cependant, il remplit un rôle différent. CSO-3 augmente ce qu'on appelle le taux de revisite. Ce terme désigne la fréquence d'imagerie d'une zone. C'est un concept assez simple. CSO-1 et CSO-3 fonctionnent tous les deux à la même altitude mais à des phases orbitales différentes. Si CSO-1 fournit une vue d'ensemble d'une zone avant de passer à autre chose, CSO-3 passera au-dessus du même endroit quelques heures plus tard, pour actualiser l'image, et ainsi de suite, afin de s'assurer que les images dont dispose l'Ukraine ne datent pas de plus de 12 heures, puisque chaque satellite suit un cycle orbital standard de 24 heures. Et il y a bien plus encore. L'Ukraine pourrait également bénéficier des images capturées par les 4 satellites commerciaux, Pléiades et Pléiades NEO, lancés en orbite entre 2011 et 2021 par Airbus Defence and Space. L'Ukraine a de nouveau aidé au déploiement de cette constellation. Il n'est donc pas exagéré de supposer qu'elle reçoit aussi des images. Après tout, Pléiades NEO 3 et 4 ont été lancés dans l'espace à l'aide de fusées Vega équipées de moteurs ukrainiens RD 843 fabriqués à Dnipro. Ces 2 satellites offrent une résolution de 30 cm, soit 11,8 pouces par pixel, ce qui leur permet de capturer des images de bandes de territoire de 14 km, soit 8,69 miles. Ajoutez à cela Pléiades 1A et Pléiades 1B, qui capturent des images de territoire allant jusqu'à 20 km, soit 12,4 miles, avec une résolution de 50 cm, soit 19,6 pouces par pixel, et vous obtenez un mélange impressionnant d'images satellites, disponibles commercialement. De plus, il y a la capacité de renseignement électromagnétique spatial, ou constellation CERES, composée de 3 satellites. Encore une fois, des fusées ukrainiennes ont été utilisées pour aider à placer ces satellites en orbite, et les 3 fonctionnent à une altitude d'environ 700 km, soit environ 434,9 miles. Ce trio de satellites diffère de ceux déjà mentionnés. Ils gardent une formation triangulaire pour localiser et trianguler les sources d'émissions radio sur Terre. Si l'Ukraine a besoin de connaître la source d'un signal radio ou de découvrir si un signal pertinent existe, ce sont les satellites adaptés à cette tâche. Malheureusement, il y a des limites à ce que ces satellites peuvent faire pour l'Ukraine. Aucun ne paraît pouvoir servir de système d'alerte précoce pour par exemple les lancements de missiles balistiques russes. Ce problème concerne toute l'Europe. La France n'a pas de satellite radar, mais reçoit des images d'Italie et d'Allemagne qu'elle pourrait transmettre à l'Ukraine. Sinon, ces 2 pays pourrait envoyer directement les images, devenant ainsi un tiers du renseignement ukrainien, non couvert par la France. Nous venons de vous transmettre beaucoup d'informations techniques. Prenez une grande inspiration, car nous allons expliquer pourquoi le renseignement que la France fournit à l'Ukraine est crucial pour le découplage de l'Ukraine des États-Unis. L'Ukraine n'est jamais sûre que l'administration Trump lui donnera les renseignements nécessaires. Les montagnes russes, entre l'Ukraine
et les États-Unis, en 2025, montrent que leur relation peut changer soudainement, selon l'évolution des pourparlers de paix avec la Russie. Le 5 mars 2025, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a confirmé que l'Amérique avait cessé de partager des renseignements militaires avec l'Ukraine, après une réunion désastreuse à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le Kiev Independent indique que Trump a menacé de couper l'accès à l'Ukraine si elle refusait un terrible plan de paix, qui l'obligerait à céder des territoires clés à la Russie, malgré le rétablissement rapide de l'accès. On ignore encore dans quelle mesure les États-Unis partagent des renseignements avec l'Ukraine. Ils partagent des informations. Mais il reste à voir si l'administration Trump fournit autant de renseignements à l'Ukraine que celle de Joe Biden. Pour l'Ukraine, la France paraît aujourd'hui un partenaire de renseignement plus stable que les États-Unis cette année. Ceci constitue déjà un problème majeur pour Poutine. Il est peu probable qu'il pense pouvoir manipuler Macron comme il tente de manipuler Trump. Les capacités de renseignement de la France ont leurs limites, et l'Ukraine cherchera à garder les États-Unis comme partenaire clé si possible. Désormais, avec les 2/3 des renseignements ukrainiens venant de France, le pays ne sera plus aveugle si les États-Unis cessent encore leur soutien. L'Ukraine aurait pu utiliser des renseignements français lors d'une série de frappes de 48 heures qui a détruit plusieurs systèmes de défense aérienne russes et des nœuds radars dans l'Ukraine occupée. Découvrez cette opération spectaculaire dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les derniers développements du renseignement en Ukraine. Merci de nous avoir regardés.